structure névrotique, psychotique. Là, je pourrais être assez bref, mais bon, on va voir. Moi, je travaille comme ça. J'ai en référence Freud et Lacan, bien entendu, hein, et d'autres, bien entendu. Hein, je suis quelqu'un d'ouvert. Hein. Pour moi, un traumatisme concerne un événement, c'est une trace dans le psychisme du sujet, hein, pour faire simple. C'est-à-dire que ce qui pour moi va différencier névrose et psychose, c'est que dans la névrose, il y a du trauma, mais un trauma qui est inscrit dans la psyché du sujet. Hein, même si c'est un trauma très précoce dont le sujet ne se souvient plus. Et puis avec Freud, on sait bien hein, que ah oui, on peut avoir le souvenir d'un trauma, mais qu'est-ce qui est refoulé dans le trauma, le représentant de la représentation, etc., etc. Enfin, toutes ces théories-là qu'il faudrait bien sûr travailler, mais bon, on ne peut pas le faire ici. Mais disons qu'avec les névrosés, on travaille avec de l'événementiel, si vous voulez, on travaille avec quelque chose qui fait trace. Dans la psychose, on travaille avec quelque chose, ce qu'on pourrait appeler une faille psychique, c'est-à-dire avec quelque chose d'absent, quelque chose qui devrait être inscrit, si vous voulez, dans la psyché du sujet, mais qui ne l'est pas. Donc, on travaille avec, on pourrait dire, du vide dans la psychose. Hein, c'est-à-dire que quand on dit à un psychotique il faut vous soigner, le grand problème c'est mais qu'est-ce que je dois soigner, puisque de toute façon il y a un vide et je ne sais pas ce qui manque là-dedans. Vous voyez, grosso modo, hein, pour faire vraiment très simple, hein, j'en rigole même, mais je fais vraiment très simple. Mais grosso modo, ça serait ça. Hein, c'est-à-dire que d'un côté, j'aurais il suffit de lire Freud, Dora ou les cas cliniques de Freud, on voit bien que, eh bien, si on refait l'anamnèse, on retrouve des événements traumatiques, etc., très connotés sexuellement ou pas, enfin très connotés, et puis se structure un mode névrotique en fonction, hein, je dirais, de ces événements et de la vie hein, qui a eu le sujet. Si on reprend le petit Hans, par exemple, l'histoire du petit Hans, hein, de cette phobie infantile, etc., on voit bien qu'il y a la construction de cette phobie, mais il y a aussi toute la relation de l'enfant avec sa mère, etc., le père, etc. Bon, hein, bon. Mais là, on a du repérable. Hein, vous voyez, on a... Alors, si on prend la psychose, eh bien, et c'est là où Lacan nous a amené énormément, hein, et d'ailleurs il nous a amené énormément, mais il nous pose aussi une autre question, quand il amène le concept de forclusion, par exemple, c'est-à-dire de quelque chose qui devrait être inscrit dans l'inconscient du sujet et qui n'est pas là, est-ce qu'il pose en même temps la question de l'irréversibilité, hein, puisque ça devrait être là, ça n'est pas là, hein, il manque quelque chose. Donc, avec les psychotiques, moi j'ai toujours des discours comme ça un peu simples quand je parle avec les gens qui s'occupent des psychotiques. Je leur dis, ben oui, il faut étayer, il faut, etc. Il faut, pourquoi? Parce que on travaille avec des personnes qui présentent, je dirais, des failles psychiques qui ne leur permettent pas de pouvoir, eh bien, comme je disais tout à l'heure, évoluer dans la vie comme n'importe quel autre névrosé. Encore certains névrosés n'évoluent pas forcément bien dans leur vie quand ils sont bourrés de toc ou je ne sais quoi. Ils sont autant en grande souffrance que certains psychotiques d'ailleurs. Hein. Donc vous voyez, d'un côté, je dirais, des traumatismes repérables qui ont fait trace, qui se sont inscrits en tant que traumatisant le sujet, de l'autre côté,
je dirais, des forclusions, ou tout du moins des vides psychiques qui à un moment donné, dans la vie du sujet, vont faire symptômes sous forme de symptômes délirants, si vous voulez, ou de symptômes psychotiques, c'est-à-dire à un moment donné, lorsque le sujet va devoir eh bien, utiliser son potentiel psychique pour exister, il va être confronté à de telles failles eh bien, qu'il va, d'une certaine façon, sombrer dans une symptomatologie parce que ce qui devrait être là, pour lui opérationnel, ne peut pas l'être, si vous voulez. Hein, c'est d'une certaine façon, je pourrais dire ça comme ça. Donc on ne peut pas du tout soigner ces personnes de la même façon. Hein, ça n'est pas possible. La thérapie d'une personne ou la psychanalyse d'une personne névrosée, elle peut se faire sur un mode relativement classique, alors que le psychotique, les personnes psychotiques, le traitement psychanalytique va plutôt concerner déjà la compréhension hein, de la personnalité psychotique, mais aussi tout un apport qui va lui permettre de pouvoir tenter d'exister dans le monde, comme je disais tout à l'heure. C'est tout à fait différent. Vous voyez, on parle de stabiliser des psychotiques. Moi, j'aime assez bien ce mot. Quand on me dit c'est un psychotique stabilisé, ça veut dire que c'est un psychotique, il est toujours porteur de ses symptômes, mais l'angoisse, je dirais, est un peu reléguée en arrière-plan, ce qui lui permet de pouvoir peut-être exister à sa façon. Hein. C'est ça le traitement psychanalytique des sujets. Hein. Maintenant, on lit hein, dans la littérature psychanalytique et autres, on lit, on voit, on constate qu'il y a des psychotiques qui parviennent même je dirais, grâce aux thérapies analytiques, à devenir même, je dirais, des gens parfaitement intégrés dans la société, hein, avec leurs difficultés qui sont peut-être pas trop visibles, mais qui sont là quand même, si vous voulez. Hein, mais voilà, hein, c'est toute la différence, c'est-à-dire... c'est pour ça qu'en tant que psychanalyste, quand on reçoit quelqu'un, on se doit très vite de voir à qui on a affaire, parce que la méthode thérapeutique n'est quand même pas tout à fait la même. Quoi, hein. Si je fais référence à certains thérapeutes de psychotique comme Pankow, par exemple, Gisela Pankow médiatisait cette thérapie à travers des productions qu'elle demandait aux patients, et elle travaillait l'image du corps pour... trouver dans les failles d'image du corps l'équivalent des failles dans l'histoire familiale et dans la constitution psychique du sujet, si vous voulez. Elle faisait un peu ce travail-là, vous voyez, voilà, alors que dans la névrose, on ne travaille pas, on peut travailler aussi en médiatisant, si vous voulez, hein, mais dans la névrose, le sujet est quand même plus invité à aller travailler son histoire traumatique, si vous voulez. Hein, c'est très différent quand même. Voilà. Hein. Alors là, oui, c'est... Alors quand il perd son... Comment vous dites exactement? Orientation. Son orientation dans l'espace. Alors là, tout dépend à qui on fait référence. Est-ce qu'on parle à un sujet désorienté dans l'espace comme peuvent l'être certains psychotiques? Est-ce qu'on parle à une personne désorientée dans l'espace, une personne vieillissante, etc., qui présente des troubles déficitaires, par exemple un début de maladie d'Alzheimer ou des... voilà, c'est pas la même chose. Hein. Lorsque quelqu'un est désorienté dans le temps et dans l'espace, déjà il convient de voir sur quelle structure psychique
de quelle structure psychique nous avons affaire et à qui nous avons affaire. Hein. Si c'est un schizophrène désorienté dans l'espace, je dirais presque, hein, c'est pas bien sûr à 100% vrai, mais qui dit schizophrène dit désorientation temporo-spatiale, presque, puisque même si c'est pas exactement ça qu'il faut dire, mais la plupart des schizophrènes ont énormément de mal à se projeter dans le temps et dans l'espace, ce qui est logique. Hein. Pourquoi c'est logique? Parce qu'ils ont un rapport à eux-mêmes très particulier, ils ont un rapport à leur image du corps très particulier. On dit toujours hein, que le psychotique a une image du corps morcelée, désintégrée, hein, fragmentée, peu importe les termes. Comment se repérer dans un espace-temps si on n'arrive pas à se repérer dans son propre espace corporel. Vous voyez, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. On ne peut se repérer dans un espace-temps que si on peut se repérer dans son propre espace psychique et espace corporel, déjà et d'une. Vous voyez, donc là, par exemple, je vous disais tout à l'heure, moi, ce sont les psychotiques qui m'ont appris à faire du ski, ou je suis allé faire des vendanges avec eux, je suis allé faire des randonnées en montagne avec eux. Eh bien, certains psychotiques, pour pouvoir traverser certains lieux, il fallait presque être au corps à corps avec eux. Hein. Pourquoi être au corps à corps avec eux? Parce qu'ils étaient terrassés par l'angoisse. Et tout simplement parce que ce corps un peu déglingué, en habit d'arlequin, comme dirait Deleuze avec Guattari, eh bien, dans les grands espaces, est menacé de se diluer, est menacé de se répandre. Donc là, la seule thérapie possible, c'est de faire du corps à corps avec eux pour les aider à traverser ce moment d'angoisse terrifiant pour eux. Voilà. Moi, j'ai vécu ça en Grèce, par exemple, qu'un patient psychotique. Hein, on était sur un port et il a été pris d'une angoisse monstrueuse et il m'expliquait, il me disait mais je ne peux pas monter sur le bateau, c'est pas possible, il y a la mer, on sentait bien que c'était diffluent, quoi, qu'il y avait quelque chose et j'ai passé beaucoup de temps avec lui, puis on est même allé boire un ouzo, hein, c'est-à-dire un apéritif ensemble, ce qui l'a un peu désangoissé, ce qui lui a permis de monter dans le bateau. Mais il a fait toute la traversée à côté de moi, j'avais ses ongles qui me rentraient dans les cuisses, tellement il était angoissé. Et il n'était pas question de lui demander d'aller sur le pont, il était là paralysé jusqu'à l'arrivée au port. Hein. Bon, ça, vous voyez, quand la projection dans l'espace, là, il n'arrête pas de me dire, mais on arrive quand, je lui avais dit, ben, c'est dans 2 heures, mais quelquefois ça ne veut rien dire. Hein. C'est exactement comme si cette psychotique qui a volé 3 heures en avion, on est arrivé, je lui ai dit, j'ai oublié mon carnet d'adresse, elle m'a dit, allez le chercher, on vous attend. Vous voyez, c'était la représentation spatio-temporelle, malgré je dirais, des heures de réunion pour expliquer tout ça. Vous voyez, c'est pas parce qu'on explique tout ça que ça s'inscrit, hein, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Vous voyez, donc voilà pour certains patients psychotiques. Pour les personnes atteintes je dirais, de dégénérescence cérébrale ou de choses comme ça, c'est encore différent. Lorsque les facultés, je dirais, intellectuelles sont atteintes, là c'est autre chose. Hein, au début d'une maladie d'Alzheimer, ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a une énorme angoisse parce que la personne se rend compte. Hein, se rend compte qu'elle perd la mémoire, qu'elle perd ses repères, mais elle n'a pas perdu tous ses moyens, si vous voulez. Donc on oublie toujours à quel point ces personnes sont en grande souffrance et que là, il y a quelque chose à faire. Là, il faut les aider. Là, il y a à préserver un environnement pour qu'elle garde les repères, il y a à préserver, à sortir avec elle dans des lieux qu'elle connaissent pour continuer à leur donner ses repères. Malheureusement, il faut des moyens, enfin malheureusement, oui, il faut des moyens, et ces moyens-là, on les a de moins en moins. Donc, moi j'ai vu des maladies d'Alzheimer ces dernières années, au début, des personnes atteintes d'un début de maladie d'Alzheimer, être hospitalisées et 2 mois après
être autant désorienté qu'une personne qui était malade depuis 4 ou 5 ans, quoi. Vous voyez comme quoi la perte des repères peut complètement faire perdre les repères spatio-temporaux et tout repère historique aussi chez la personne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se désintègre chez la personne. Hein. J'ai vu ça dans les maladies de l'Alzheimer. Alors oui, moi j'ai passé beaucoup de temps avec les patients psychotiques ou avec les enfants psychotiques aussi, hein, à essayer de travailler toutes ces questions-là dans le miroir, etc., même si c'est très angoissant, ou dans les dessins. Ah bah tu m'as dessiné ça, mais c'est quoi? Bah, c'est un bonhomme. Ah bon, mais il a 8 ans, il a 9 ans, il a 10 ans, il me dessine un bonhomme tétard, il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de bras, donc quelle est sa représentation? Vous voyez, donc là j'ai une projection de ce qu'il perçoit lui, hein, donc il faut retravailler tout ça, vous voyez, donc avec les enfants, oui, c'est passionnant ce travail sur les repérages à la fois du corps et dans l'espace. D'ailleurs, vous savez, si on se passionne, beaucoup d'adolescents, moi j'ai été assez surpris hein, de rencontrer beaucoup d'adolescents. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, un adolescent qui avait, je sais pas, 15 ans, qui me disait je m'en vais faire du ski avec mes parents. Alors il habitait la région parisienne, il s'en allait dans les Alpes, hein, il y a 500, entre 400 et 500 km. Quoi. Et je lui disais, ah oui, mais combien de temps il te faut pour aller là-bas en voiture? Oh, bah, je sais pas, 1 heure, vous voyez, mais je dis c'est quand même loin. Et il me dit oui, je dis à ton avis c'est à combien les Alpes? Il me dit t'as déjà vu une carte? Oui, oui, il me dit je vois, Lyon, j'ai dit alors c'est à combien? Oh, je sais pas, 100 km, vous voyez, pas du tout de repère à 15 ans. Et pourtant, à l'école, pas mauvais élève du tout, vous voyez, quand même très, très questionnant, quand même, vous voyez. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Et en définitive, en reprenant avec lui toute son histoire familiale, en refaisant l'arbre généalogique, je me suis aperçu qu'il y avait des trous partout, qu'il ne connaissait rien de son histoire, ne connaissait même pas l'histoire de ses grands-parents paternels ni maternels. Et plus rien ne se dit dans les familles. Vous voyez, il n'y a plus de, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus de transmission. Hein. Énormément d'enfants ne savent pas hein, qui sont leurs grands-parents maintenant dans notre pays, parce que les enfants s'en vont, les grands-parents sont à 200 km ou 300 km, et il n'y a plus cette transmission, papy faisait ça, etc. Moi quand je dis à des enfants de 10 ans, mais qui est ton grand-père paternel? C'est quoi grand-père paternel? Vous voyez, c'est ça que je dis le papa de ton papa. Ah bon? Vous voyez, les parents n'en parlent pas, vous voyez, comme si c'était, ça n'était plus, c'était passé de mode, quoi, hein, comme si l'enfant l'histoire de l'enfant n'était que l'histoire avec ses parents, il n'y a pas d'antécédent, Dolto disait pour faire un psychotique il faut 3 générations quand même, hein, faut quand même pas oublier ça. Alors, les arrière-grands-parents, alors là, ça c'est autre chose, vous voyez, c'est, voilà, et les enfants, alors là, il faut travailler, et avec cet ado, j'avais retravaillé tout ça, en disant, bon, on va essayer de voir un peu, hein, ah oui, mais, bah, il dit, demande à ton papa, demande à ta maman, et papa n'en savait pas beaucoup plus d'ailleurs, hein, sur ses propres grands-parents à lui, il n'en savait pas, hein, alors que il s'est mis à fouiller, il a trouvé un oncle fusillé par les Allemands, il a trouvé, vous voyez, il me dit mais je ne savais pas tout ça, vous voyez, et on a senti qu'il y a quelque chose qui s'animait en lui, qui se construisait en lui, il prenait possession d'une histoire, vous voyez, et à partir de là, les choses se sont bien arrangées pour lui, vous voyez. Donc vous voyez, ces histoires spatio-temporelles, tout dépend à qui on a affaire, que ce soit un enfant, même jeune, ou un adolescent, un jeune psychotique, voire même une personne vieillissante, pourquoi pas. Hein, il faut toujours déjà s'intéresser à qui on a affaire et voir un peu après la structure psychique, bien sûr, hein, et puis travailler sur dans le fond des lacunes hein, qui sont complètement banalisées maintenant, qui passent quasiment, moi je suis un peu stupéfait de ça, alors que moi j'ai une histoire, hein, j'ai une histoire où cette transmission n'a pas eu lieu, parce que
moi j'ai perdu ma mère, j'avais 3 ans, j'ai été mis à l'assistance publique, mon histoire, elle n'a pas existé pendant 20 ans, vous voyez, et j'aurais pu continuer à vivre comme ça. C'est peut-être pour ça que je suis sensible à ça maintenant, parce que j'ai beaucoup travaillé ça, et je suis allé à la pêche de cette histoire familiale en disant, mais attendez, non, je ne suis pas sans histoire, c'est pas vrai, au contraire, il y en a une, et il faut aller la chercher. Et voilà, et j'ai bien senti qu'en reconstruisant, en me redonnant des repères historiques, eh bien, je devenais petit à petit psychanalyste, quoi, grosso modo, vous voyez.